Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous m'entendez correctement? Ouais. Ok. Je vais vous présenter pendant aussi à peu près 25 minutes un travail qui est mené depuis quelques mois/années, qui va parler d'un développement de modèles génératifs et qui est pour le coup voilà, destiné à être appliqué en industrie, et également dans l'industrie automobile, mais également dans l'industrie médicale. Et l'idée, c'est quoi? C'est de satisfaire finalement des contraintes qualité. Et je vais clarifier tout ça dans un instant. Donc voilà, merci beaucoup de me recevoir. Merci à Epitech et à Flint de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être là. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les faire, même pendant l'exposé. Je préfère limite voilà, avoir des échanges comme ça. On va scoper ça sur 25-30 minutes, mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas. Le petit sommaire, donc je vais me présenter, présenter mon parcours, le contexte industriel dans lequel je m'emploie, et puis on va parler de recherche en intelligence artificielle qui s'applique, donc, comme je l'avais dit, au domaine industriel. Et enfin, je vais montrer les passerelles entre justement l'industrie et le médical. Alors, je m'appelle Arnaud Bougaham, j'ai une activité qu'on peut qualifier de data scientist chez le groupe Aisin Europe, qui est une entreprise japonaise, mais le site de production est basé en Belgique, je travaille en Belgique, et qui est filiale du groupe Toyota. Donc on est fabricant de pièces pour l'industrie automobile, et notamment ce qui va être scopé ici dans notre présentation, ça va être la production électronique. Je suis également doctorant à l'université de Namur, donc pas très loin de Mons en Belgique, là où se trouve Aisin Europe. Et donc je fais ça à mi-temps, pour ceux qui se posent la question. Je discutais avec mon voisin tout à l'heure de chess. C'est un peu sport, mais finalement, quand on décompose ça à mi-temps, ça se fait très très bien. Et pour terminer, j'ai également des activités d'enseignement dans plusieurs universités, notamment celle de Montpellier, pas très loin d'ici. Alors, assez parlé de moi, je vais vous montrer maintenant le contexte industriel, voilà, pour planter un peu le décor sur tout ce travail. Donc je vous l'ai dit, je m'emploie à finalement aider à fabriquer les produits électroniques pour deux grandes applications, les boîtes de vitesse automatiques et les systèmes d'information, vous savez, le fameux GPS. Les deux produits sont ici. Avec le pointeur, ça ne va pas le faire. Mais donc ici, on a un premier produit qui est ce qu'on appelle l'ATECU. C'est le petit boîtier qui permet d'être branché à la pièce mécanique qui est la boîte de vitesse. Et puis ici, on a la partie, vous savez, qui s'intègre dans la console, dans le tableau de bord, quoi, qui permet de naviguer, de connecter son téléphone en Bluetooth, etc. Ici, je vais surtout scoper sur la partie boîte de vitesse, puisque c'est celle qui est un peu high runner en ce moment chez nous. Voilà, deux sites, dont le site industriel que vous voyez ici en bas à droite, avec une magnifique piste d'essai où on malmène quelques-uns de nos produits là-dessus, et puis tout le site industriel. Alors vous avez la vue hélicoptère. Maintenant, on va un peu focaliser sur la ligne de production. Donc la ligne de production, elle est composée de plusieurs process. Vous voyez, on peut la résumer de cette manière-là. Donc on a la matière première qui arrive, avec les PCB électroniques vierges qui arrivent comme ça de chez notre fournisseur, et puis les composants électroniques. Et nous, notre rôle, c'est pas plus compliqué finalement que de souder les composants aux bons endroits et de faire en sorte que le produit soit de bonne qualité, n'ait pas de défaut et soit envoyé chez le client, voilà, dans les règles de l'art, quoi. Donc pour ça, on a plusieurs process. On a des process de fabrication industrielle. Notamment, la première partie de la ligne que vous voyez, c'est le dépôt de la pâte à souder sur les zones d'accueil finalement des composants. Et puis on a une machine pick and place là, qui vient prendre les composants, les positionner aux bons endroits. Et enfin, on a un four industriel finalement qui va mettre la pâte à souder en fusion. Ça va devenir un peu liquide comme ça, et puis le composant va se positionner dans sa place quasi définitive. Et après, on va revenir à température ambiante, la soudure va se cristalliser, et le composant est soudé, quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis en bout de chaîne, là-bas, vous voyez tout dans le fond, une station d'inspection. Donc on prend des images, avec une caméra haute définition, on prend plusieurs images du PCB qui est en train d'être fabriqué. Et l'idée, c'est qu'on a un algorithme de traitement d'image tout à fait traditionnel, c'est de la télémétrie pour ceux qui sont intéressés par ça,
qui finalement contrôle, avec des statistiques complètement classiques, à quel point les composants sont bien positionnés par rapport à une référence, hein, un golden sample. Donc cette machine-là, elle est très intéressante pour nous, puisqu'elle nous permet finalement, avec quasiment la totalité de la valeur ajoutée produite à cette étape-là, de contrôler de manière intermédiaire la qualité de notre produit. Et au plus tôt on détecte les défauts, au mieux c'est évidemment. Le souci, et donc j'anticipe un petit peu le reste de la présentation, c'est que cette machine-là, elle est très très performante en termes de détection de défauts. Hein, les occurrences de défauts sont très très rares, mais elles arrivent. Et en termes de détection, cette machine-là, elle capte tous les défauts. Le problème, c'est que pour pouvoir capturer tous ces défauts, eh bien, elle génère ce qu'on appelle beaucoup de faux positifs, donc des fausses alarmes. Hein, elle est un peu paranoïaque, quoi. De temps en temps, elle voit des problèmes là où il n'y en a pas. Et donc, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'énergie, etc., etc. Et donc, mon doctorat, finalement, se focalise sur essayer de tacler cette limitation et essayer de générer moins de faux positifs avec cette machine-là. Voilà, le reste de la ligne, rapidement, ça va juste être des machines qui vont faire des tests électriques, donc pas mal de tests électriques à des étapes différentes, et puis de l'assemblage mécanique. Une fois que tout est fait, eh bien, on envoie le produit complètement fabriqué chez le client et on espère qu'il ne nous revienne pas entre les mains. Donc, je ne sais pas si vous me voyez arriver, mais en tant que machine learner, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est la génération de data, quoi. Il y a beaucoup de données qui sont générées par cette ligne de production, donc des données de type manufacturing, hein, comme des identifications de familles de produits, des timestamps, etc. Et puis, on a des données process, des températures, des vitesses de convoyage, des pressions. On a aussi des données produits, puisque j'ai dit qu'on faisait des tests électriques. Donc, on a des mesures de tension, mesures de courant, mesures de résistance, etc. Tout ce qui est composants électroniques. Et puis, des événements. Si quelqu'un a appuyé sur un bouton d'arrêt d'urgence, ça a ouvert une armoire technique, ce genre de choses. C'est aussi remonté comme info. On a des données de maintenance et évidemment aussi des données d'environnement, la température du workshop, le taux d'humidité, etc. Beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la qualité de nos produits. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de collecter tout ça et de créer un énorme dataset finalement avec toutes ces features-là, produit par produit, et finalement un petit label qualité sur à quel point ce produit-là, par exemple le produit numéro 1, a été bon dans la ligne de production compte tenu de toute son empreinte de production, quoi. De temps en temps, vous voyez, on a des qualités qui sont not OK, c'est-à-dire qu'il y a eu un souci quelque part. Et ce que j'espère, c'est que l'empreinte de production soit suffisamment descriptive finalement pour exprimer ça, expliquer ça. Donc derrière, je peux mettre en place un petit peu d'algorithmique. Et l'idée, c'est de faire principalement de la détection d'anomalies pour resserrer les mailles de l'existant avec quelques softs qui permettent vraiment très peu d'investissement, hein, que du code finalement, quasiment. Il faut l'implémenter quand même, mais enfin, c'est pas comme une machine classique. Faire éventuellement aussi de la localisation de ces anomalies, de la prédiction, pourquoi pas également de la santé de la ligne. Bref, tout ce qui peut aider un manager, un superviseur de production à prendre les bonnes décisions, mettre des plans d'action, des priorités, etc., etc. Ça va jusque-là. Voilà, juste une petite présentation globale du décor, quoi. Donc tout ceci s'inscrit dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, probablement que ça parle à certains, quatrième révolution industrielle, et le lean manufacturing. Donc l'industrie 4.0, pour en dire un petit mot, il y a beaucoup de choses autour de ça, beaucoup de technologies, pas mal de gadgets également. Peut-être pas partout, hein, dans toutes les industries, mais en tout cas pour nous, tout ne nous intéresse pas. Vous voyez, il y a de la robotique, il y a de la réalité augmentée, il y a plein de choses comme ça. Moi, ce qui va m'intéresser, ça va être finalement l'analytique. Donc toutes les données, comment est-ce que je vais pouvoir tirer de l'information utile pour prendre des bonnes décisions, quoi. Donc c'est ce que je mets ici, hein, on collecte beaucoup de données, on extrait des informations complexes, on crée des indicateurs de production, et puis grâce à ça, finalement, on essaye d'avoir des décisions qui soient un peu plus éclairées. Et tout ça, finalement, c'est au service de ce qu'on appelle la TPS, la Toyota Production System, qui est une série de méthodes à la sauce Toyota, quoi, qui nous permet, c'est un concept très très dense, hein, très très chargé, mais en 2 mots, ça nous permet de focaliser sur la réduction des gaspillages,
qui soit gaspillage en temps, en énergie, financier, ce genre de choses. Donc on essaye, voilà, tant bien que mal, au quotidien, de faire en sorte d'avoir un flux continu de production, de réduire les rejets, et puis finalement d'avoir une confiance client qui soit la meilleure possible. Et un exemple, c'est d'avoir la possibilité d'arrêter la ligne de production, un peu comme la machine faisait jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, là, la machine qui prend les images, mais de manière très très efficace, c'est-à-dire que l'arrêter uniquement quand c'est nécessaire, il faut l'arrêter, quoi. Donc éviter autant que possible les faux positifs, tout en maintenant évidemment le bon taux de vrais positifs. Voilà pour la partie industrielle. Donc je vais vous présenter maintenant comment est-ce que tout ça s'intègre avec mon activité de recherche. Et je pense que le talk ici peut-être permet aussi de voir à quel point une entreprise peut prendre un doctorant dans son effectif ou transformer quelqu'un comme moi qui était déjà dans l'effectif en doctorant et essayer d'ajouter un petit peu de théorie, de concepts, de bonnes pratiques en tout cas de ce qu'on voit dans la littérature scientifique à des fins vraiment pratiques. Alors ici j'ai juste mis un petit QR code, c'est une vidéo que j'ai réalisée qui vulgarise mon travail de thèse pour ceux que ça intéresse. Alors avant de commencer un doctorat ou une recherche, finalement, il y a d'abord des questions de recherche à identifier, une problématique, quoi. Et moi j'en ai j'en ai identifié 3. La première, elle est orientée tâche, c'est-à-dire que donc avec l'équipe, évidemment, je ne suis pas seul, on se demande comment est-ce que on peut, quelle est la meilleure méthode, la meilleure méthodologie pour construire un système de détection d'anomalies qui fit finalement nos problématiques et nos contraintes. Vous savez, on a dans l'industrie, en tout cas, on a des données qui sont parfois très très bruitées, qui sont manquantes, c'est un vrai casse-tête pour faire un vrai modèle de machine learning avec ça. Eh bien, comment est-ce que justement on peut quand même s'en sortir pour essayer d'avoir quelque chose de convenable? Ensuite, on a une autre question plutôt orientée contrainte, c'est-à-dire, je vous ai beaucoup parlé de qualité déjà jusqu'à présent. Évidemment, comment est-ce qu'on intègre les qualités, les contraintes qualité, voilà, du business dans tout ça? Évidemment, le travail que je mène, il ne serait pas pareil si l'entreprise fabriquait, je ne sais pas, des lave-linges ou ce genre de choses. Ce n'est pas les mêmes contraintes de qualité, ils ont d'autres contraintes de volume, aussi complexes, mais voilà, c'est pas pareil. Et enfin, troisième question, orientée plutôt application. Voilà, comment sortir un petit peu de son côté industriel et essayer de généraliser la chose vers d'autres applications critiques comme par exemple le médical. Premier travail que je vais vous montrer, en réalité c'est un deuxième travail parce qu'il y a un premier travail préliminaire qui avait été fait là-dessus. C'est une méthode que j'ai appelée VQ-GanoDeep. Pour ceux que ça intéresse, le papier est disponible en open source désormais, l'embargo a été levé. Et voilà, globalement, ce que je peux vous montrer, déjà la tâche à accomplir. La tâche à accomplir, c'est que je vous montre ici 3 images. Alors, il y a des zones qui sont floutées pour des raisons de confidentialité, mais j'ai quand même pu ouvrir certaines fenêtres pour vous montrer un peu la complexité quand même de ce que c'est un PCB électronique. Donc, vous voyez, à l'intérieur, vous voyez, il y a pas mal de petits reflets par rapport à l'éclairage et à cause de la soudure, par exemple. Il y a aussi des fenêtres de process de placement de composants qu'il faut détecter en tant que variabilité normale. Voilà, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de complexité qu'on peut avoir. Et puis alors, l'image du milieu, vous avez un défaut, un énorme défaut, un IC là qui est complètement à l'ouest. Je pense que vous le voyez, je l'ai entouré, je l'ai encadré en blanc. Ça, c'est très facile de le détecter, par exemple. Donc ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sur cette image qui est là-bas à droite. C'est un petit condensateur, finalement, qui est un tout petit peu shifté, qui n'est pas parfaitement à l'horizontale, mais un tout petit peu décalé, comme ça. Et donc ça, évidemment, c'est le vrai challenge pour aller détecter ça. Et comme je le disais, la machine traditionnelle est très, très performante pour faire ça. Mais les systèmes que moi, j'essaie de développer, c'est déjà une autre affaire, Donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Voilà, quelques autres exemples où j'ai zoomé. Vous voyez en rouge là, on a la résistance de puissance qui est un petit peu également décalée. On a cette kappa qui est un petit peu trop vers le haut par rapport aux autres. Et bon, vous avez compris l'idée. Alors c'est là où on va s'accrocher.
Donc ça, c'est la fameuse architecture que j'utilise pour justement essayer de détecter justement ces défauts. Donc ce qui se passe, c'est que j'utilise ce qu'on appelle un GAN. C'est là où je fais la passerelle avec finalement la Gen AI. Il y a une première phase d'entraînement qui est faite de cette manière. Je collecte énormément d'images originales où il n'y a pas de défaut. Et ça tombe bien puisque, heureusement d'ailleurs, c'est la majorité de mes données. Et avec ces images-là, finalement, ce dataset-là, j'encode une représentation d'une image normale, un peu médiane, je dirais, dans ce qu'on appelle un espace latent. Voilà, cet espace latent-là, c'est comme si on avait une compression d'une image qui était normale. C'est un peu le même système quand on essaye de générer des images du style modèle à diffusion ou bien VIT, ce genre de choses. C'est un peu les concurrents avec les GAN, ils font un peu les mêmes choses. Et une fois qu'on a encodé ça, alors il y a un système de discrétisation qui permet de stabiliser l'entraînement, mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'on va revenir en haute dimension et générer, décoder à partir de cet espace latent une image à haute dimension. Et typiquement, ce qu'on veut, c'est que l'image reconstruite là-bas soit exactement la même que l'image originale. Et on fait ça pourquoi? Parce que en passant par l'espèce de bottleneck qu'on a aussi au milieu, on va extraire uniquement toutes les features qui expriment une image normale d'un PCB. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est la première étape. Alors, on a un petit discriminateur là qui permet également d'aller voir si l'image reconstruite est quand même bien réaliste, si elle est de bonne qualité, je dirais. Et tout ça est drivé par des équations de Loss. Vous ne perdez pas trop là-dedans. Tout est dans le papier si vous voulez, mais globalement, c'est pour dire que ce n'est pas de la magie. C'est vraiment derrière, il y a des garanties mathématiques. Première étape, entraînement uniquement avec des images normales. Deuxième étape, une fois qu'on a réussi à générer une image normale, donc ça, on a un espèce de générateur d'images de PCB dans leur version normale. Vous voyez ? Deuxième étape, on va prendre cette fois-ci des images normales et des images anormales. Et on va faire ce qu'on appelle une classification. Donc on va entraîner un classifieur. Le classifieur, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre des images originales. Admettons que dans les images originales, il y ait une anomalie. Vous voyez, un composant qui a été manquant. Il y a eu un problème pendant la production. Et je me retrouve avec une image complète de PCB électronique. Mais il manque un composant. Il faut que j'aille le détecter. Eh bien, le fait de le passer dans le générateur qui a été pré-entraîné juste avant, ce qui va me ressortir là-bas, en image reconstruite, ça va être la même image, mais avec le composant qui a été remis à sa place. Et je vais vous montrer quelques exemples après. Donc, globalement, ce qu'on a, c'est qu'on a utilisé notre générateur d'images en version normale pour reconstruire, en quelque sorte, une espèce d'anomalie, un défaut. Et on voit visuellement la chose sur l'image, en haute dimension. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va prendre le résiduel, donc la différence entre l'image originale où il y a un défaut et l'image reconstruite où il n'y a plus de défaut. Et ce qui va spotter, finalement, ce sera l'endroit où il y a ici une reconstruction qui a été faite. Il y a une différence. Donc une fois qu'on a ça, on va mettre un patch, une petite fenêtre. Et ce patch-là, il va avoir un certain index. On va le reporter de nouveau sur l'image originale et l'image reconstruite. Et on va prendre plein de statistiques. Vous voyez, des distances de matrice, ce genre de choses. On va en prendre genre à peu près 200, tout ce qui est possible de prendre. Et toutes ces statistiques-là vont nous servir à classifier les images normales et les images anormales, puisque l'exercice, on le fait pour les deux cas. Là, je vous ai expliqué le cas où il y avait une image anormale en entrée, mais la fois où il y a une image normale, évidemment, le résiduel, il est quasiment noir, donc il n'y a quasiment pas de réaction, et donc forcément, la distance des patchs entre les deux images nous donne quelque chose qui est complètement différent. C'est sur cette base-là qu'on va classifier. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise une reconstruction d'image plutôt que de traiter l'information directement sur l'image originale, c'est ça? Alors si on traite l'image, si on prend uniquement l'image originale pour faire un traitement dessus, à quel moment est-ce que je peux justement avoir l'information comme quoi il y a un souci? À part avoir une image référente figée, comme on a là actuellement, sur notre stratégie actuelle de test, je ne peux pas. Et pourquoi c'est intéressant justement d'avoir une représentation de l'image complète et non pas un élément seulement fixe? Eh bien, c'est pour que la distribution d'entrée des pixels d'une image, compte tenu de la variabilité d'éclairage, de conditions de production, etc., suive le produit qu'on est en train de tester.
Parce que si on a une référence qui a été produite il y a 3 mois, par exemple, ou même il y a une semaine, ou bien même il y a 2 heures, hein, eh bien on va avoir peut-être des reflets qui sont un peu différents, des composants qui sont peut-être pas placés de la même manière. Ici, avec le GAN, on est capable d'avoir quasiment la même distribution d'entrée de tout ce qui est normal, sauf là où il y a une anomalie. Et je vais montrer quelques exemples juste après. Donc voilà pour le classifieur. Donc tout ça pourquoi hein, ça paraît un peu complexe comme ça, il y a 2 phases, bon, on s'est un petit peu arraché les cheveux là-dessus, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose comme ceci, une distribution des scores d'anomalie des images normales et anormales. Donc on crée un score avec tous les métriques que je vous ai exprimées juste avant, et les images normales sont en vert, on a des scores d'anomalie qui sont plutôt faibles, et puis les distributions en rouge, là, ce sont les images anormales où il y a des défauts. Et évidemment, les scores d'anomalie sont plus grands. Donc on voit qu'il y a, c'est une bimodale, hein, il y a 2 grands pôles. Et puis le problème, c'est vraiment l'entre-deux, quoi. On a un espèce d'overlap là, à partir du moment où on met un seuil de manière naïve pour ne pas avoir de faux négatifs, on se prend quand même quelques faux positifs. L'idée, c'est que, alors la conclusion, hein, je vous la spoil un peu, on a à peu près 12% de faux positifs, mais au niveau de notre baseline, c'est quand même un succès, puisqu'on gagne à peu près 4 secondes de temps d'inspection, et comme on en fait plusieurs milliers dans la journée, bon, c'est assez précieux, quoi. Alors ça, c'est justement les exemples que j'évoquais juste avant. Donc je vous donne un petit peu le statut qualitatif du modèle. Vous voyez, ici, on a une image qui est normale, une image originale, où il n'y a pas de problème, qui est inférée. Eh bien, au milieu, c'est sa version régénérée par le GAN. Donc en fait, mon GAN est capable finalement de reprendre quasiment toute la distribution des pixels d'entrée. Si on avait pris une image de référence, peut-être que le marquage aurait été différent. Au lieu d'avoir CJ, on aurait peut-être eu YK, j'en sais rien. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles le GAN donne des bonnes performances. Et puis le résiduel entre les deux nous donne cette image-là, et donc on ne met pas de patch. Et là où il y a des défauts, vous voyez sur cette capa-là, l'image régénérée, c'est celle-ci. Et donc on a bien la capa qui revient bien sur ces zones d'accueil. Voilà, donc on a un cluster qui se met en évidence. Voilà, même chose avec tous les autres types de défauts de composants. Et puis deuxième étape, c'est là où on a des problèmes de soudure, c'est des défauts vraiment beaucoup plus subtils. Vous voyez, un bridge par exemple sur un circuit intégré, ça peut être dramatique, quoi, hein. S'il y a une bille de soudure qui traîne entre l'alimentation et le ground, il peut y avoir un départ de feu, quoi. Donc vous voyez, c'est très intéressant justement d'aller pouvoir capter des petits bridges comme ceci et de régénérer sa version normale et puis de dire, bah là, ici, il y a une réaction, quoi. Bon, ici, c'est un peu l'aspect quantitatif, globalement, pour dire que les classifiants en question, ce qui marche bien, c'est les familles d'arbres de décision, hein, pour ceux que ça intéresse. Ici, j'ai utilisé ce qu'on appelle un extra tree classifier, qui est une variante du random forest. Voilà. Et on a 2 settings différents, donc avec plusieurs métriques, mais 2 settings différents, un standard et un ZFN. Ce qui nous intéresse, c'est le ZFN, c'est-à-dire 0 faux négatif. Quand on va mettre un seuil, on va s'arranger justement pour ne générer aucun faux négatif. Et quand on fait ça, on génère quand même des faux positifs à hauteur d'à peu près 12%, puisqu'on a 88% de précision. Voilà, la même chose a été réalisée avec d'autres datasets, hein, pour voir sa généralisation. Donc au niveau quantitatif, même chose, hein, pour des vis, des noisettes, qu'est-ce qu'on en a, du grillage, des tapis, ce genre de choses. On a une reconstruction qui tient la route. Et puis au niveau quantitatif, même chose, hein, on peut rediscuter tout ça, il y a le papier qui est disponible. Et les résultats, je vous l'ai dit, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est nos fameux 12% de faux positifs, qui correspond à un gain de 75%. Voilà, si vous avez bien suivi cette partie-là, normalement, vous connaissez un peu mieux le corps, le sujet principal de mon travail de thèse. Beaucoup de choses encore à venir, mais globalement, c'est un peu ça qu'il faut retenir, quoi. Et donc, typiquement, hein, c'est une méthode qui a été développée, qui s'est inspirée de beaucoup de papiers que j'ai lus jusqu'à présent et que je me suis emparé, que j'ai continué à développer en focalisant sur un aspect spécifique, hein. Donc c'est très personnalisé pour ce que fait mon employeur, mais globalement c'est des choses qui peuvent se faire. Donc la passerelle en fait entre recherche et industrie, voilà, donne des choses intéressantes comme celle-ci. Troisième travail que je peux présenter, c'est ce qu'on appelle un cycle GAN, donc très brièvement, même chose, hein, le papier est disponible. J'utilise cette fois-ci ce qu'on appelle un cycle GAN, c'est-à-dire 2
réseau GAN imbriqué de manière cyclique, où grâce à ça, je vais pouvoir non seulement avoir un générateur d'images dans sa version normale, ce que vous voyez ici, hein, c'est globalement la même chose que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais également l'inverse, c'est-à-dire un générateur d'images anormales. Donc on va créer des défauts quoi, dans une image. Typiquement, on va retirer un composant sur une image où il n'y avait pas de souci, faire un bridge, un court-circuit, voilà, ce genre de choses, quoi. Et pourquoi on fait ça? Parce que finalement, ça donne un petit peu d'informations additionnelles à notre générateur qui nous intéresse, celui de la version normale, pour dire, bah voilà ce qui est une anomalie, et quoi. Tu dois t'attendre à ça, tu dois t'attendre à ce type de défaut. Alors il n'en faut pas beaucoup, ça tombe bien parce qu'on n'a pas beaucoup à notre disposition, mais en tout cas, ça nous donne, c'est une manière d'informer un peu le générateur de manière un petit peu élégante, quoi, de dire voilà, c'est à ça que ça doit ressembler une anomalie, donc focalise là-dessus. Et donc pendant l'inférence, ce qu'on fait, c'est qu'on prend uniquement le générateur qui nous crée des images normales, et vous avez compris la technique, quoi. Même chose, ça a été validé avec plusieurs datasets, dont certains datasets médicaux, pour le cancer du sein, pour les IRM au niveau du cerveau, ce genre de choses, des CT scans de la rétine également, et ça donne des résultats qui sont plus ou moins discutables. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. Ce qui marche pas trop mal, c'est tout ce qui est image à base d'objets, hein, vous voyez, où il y a vraiment des contours très nets, et là où il y a des images un peu de type texture, où les choses sont un peu progressives comme ça, voilà, c'est un peu plus limite, et bon, voilà, j'essaie de continuer à développer des choses. Oui, l'espace latent, est-ce qu'on parle ici du vecteur latent? Ok, donc en fait, la manière dont je m'y prends, et ça a été évoqué tout à l'heure avec Eric, hein, c'est très empirique, c'est-à-dire que je pars avec des tailles un peu standards que je peux voir dans la littérature. Voilà, un tenseur qui fait telle dimension. Donc si on prend, même sans parler vraiment de 3 dimensions, mais on prend un vecteur d'une dimension, admettons, je vais prendre un vecteur de taille 128, et puis de 256, et puis de 512, et je lance mes entraînements, je fais mes mesures de performance, et puis je regarde celui qui marche le mieux. Je prends celui-là. C'est ce qu'on appelle un grid search. Voilà, c'est une technique un peu brutale, quoi, pour regarder quel est le meilleur hyperparamètre à utiliser. Oui, absolument. Donc, juste je répète la question. Est-ce que j'ai exploré également l'espace latent pour faire ma détection d'anomalies et pas uniquement l'espace à haute dimension? Donc, je reviens en arrière. Il est exploré ici dans cette losse-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va non seulement prendre dans la losse la différence, donc le résiduel entre l'image originale qui est celle-ci et cette horrible expression-là qui finalement correspond uniquement à cette image-là, hein, différence pixel à pixel, que je vais mettre au carré pour pénaliser les plus grandes et puis pour avoir quelque chose qui soit convexe. Et en plus de ça, je prends des petites expressions qui correspondent finalement à quel point je perds de la précision quand je discrétise mon espace latent. Et ça, évidemment, quand on a des anomalies, eh bien, dans l'étape de classification, c'est quelque chose que je vais récupérer également comme stat. J'avais dit que je faisais des distances matrice à matrice, mais je prends également les losses des générateurs, de la discrétisation, de l'encodeur, du discriminateur, etc., comme information. Et donc, finalement, j'exploite les deux types d'infos. Ouais. Ouais. Donc, moi, ce que j'utilise, alors moi, pour le coup, je ne suis pas non plus 100% développeur, mais en tout cas, j'ai essayé de me débrouiller et faire un peu ma popote, quoi, avec ce que j'avais sous la main. J'utilise beaucoup de métriques qui viennent de la computer vision, notamment scikit-learn, c'est un package Python, quoi, qui permet justement d'avoir pas mal de choses comme ça. Il y a un package qui s'appelle SciPy également, SciPy, package scientifique, qui permet de faire des distances euclidiennes finalement entre des matrices, plein de types de distances différentes, quoi, des cosine distance, etc. Ouais, SciPy, je dirais, SciPy et puis scikit-learn m'aide beaucoup. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Arnaud, c'était top. Plaisir. Un applaudissement. Plein de questions. Merci beaucoup.